Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette 5e édition d'Hypermonde. Et donc je suis très ravi d'accueillir Valérie Adrian aujourd'hui. Alors le sujet a été appelé Voyage au centre du cerveau, mais c'est un tout petit peu trompeur. On aurait dû l'appeler Voyage pathologique au centre du cerveau. Et c'est là-dessus que Valérie va disserter aujourd'hui. Donc Valérie Adrien est pédopsychiatre au CHU. Et donc c'est à ce titre-là qu'elle s'intéresse au comportement des voyages et les influences que ça peut avoir sur les questionnements identitaires du sujet. Valérie. Absolument. Merci beaucoup. Donc peut-être tu peux commencer par nous dire qu'est-ce qu'on appelle le voyage pathologique. Oui, bien sûr. Merci donc, à tout le monde de venir nous écouter sur cette thématique. Alors, le voyage pathologique, pour le faire très simplement, ça va être un voyage dont le moteur va être le délire. C'est-à-dire un état de conscience très particulier, hein, on a vu ça tout à l'heure. Alors, pour explorer un petit peu cette dimension-là, on va être amené à explorer plusieurs types de dimensions parallèles ou collatérales, on va dire, notamment la question des liens entre voyage et identité. En quoi le mouvement du voyage va être un soutien, un support de la construction de soi, de la connaissance de soi. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, on l'a vu ce matin, enfin en début d'après-midi, c'est la question de la conscience. A-t-on conscience? Qu'est-ce qui se passe dans ces voyages? Quels sont nos états de conscience? Et je pense qu'il y a une autre dimension aussi qui est importante, c'est le regard social sur ces déplacements. Qui peuvent voilà, occuper un sujet d'une façon que l'on dit pathologique, mais qu'est-ce qui est pathologique? Ça, c'est vraiment une très grande question, mais on y reviendra avec Thomas. Donc, pour illustrer un petit peu ce chemin-là, je vais vous proposer de faire un petit voyage dans le temps. Parce qu'il y a deux cas historiques qui sont, on pourrait dire, prototypiques de la question du voyage pathologique. Peut-être avant de commencer, tu veux pas nous faire une classification des différents voyages pathologiques, peut-être? Alors, il n'y a pas de classification justement des voyages pathologiques. Par contre, tu fais bien de me rappeler que je pense que je vais vous donner un petit atlas pour qu'on puisse se suivre dans cette clinique. En fait, on va observer des phénomènes humains, et on va avoir besoin d'une sémiologie, c'est-à-dire de signes, de signes que l'on va observer chez le sujet. Souvent, ces signes vont être associés en syndrome, d'accord, c'est-à-dire un ensemble de signes qui constituent une entité, qui n'est pas forcément pathologique d'ailleurs. Et puis après, on a les troubles ou les maladies. Donc, le voyage pathologique s'inscrit encore une fois dans son histoire, dans la clinique du délire, c'est-à-dire la clinique beaucoup au départ dans le temps de la schizophrénie, voilà. Et donc c'est vieux comme le monde en fait, ce voyage pathologique. Bon, après la notion, et je vais vous l'expliquer au fur et à mesure, va évoluer dans le temps pour arriver à des notions beaucoup plus contemporaines qui sont assez intéressantes d'ailleurs et qui vont rejoindre la question de la dissociation, du syndrome, ce qu'on appelle le syndrome dissociatif. Globalement, le syndrome dissociatif, c'est donc un syndrome, un ensemble de symptômes qui va faire qu'il va y avoir une dissonance entre plusieurs fonctions du psychisme qui sont d'habitude intégrées les unes aux autres et qui marchent plutôt pas mal ensemble. Et ces fonctions, c'est la mémoire, c'est l'identité et c'est le rapport au réel. Le rapport à l'environnement, on va dire, parce que réel, c'est encore très subjectif, on l'a vu tout à l'heure, mais le rapport à l'environnement. Donc voilà, on va commencer cette conférence par ces deux cas cliniques qui sont historiques et prototypiques. Et pour cela, on va voyager dans le temps pour le premier cas clinique, qui est celui d'Albert Dadas. Je ne sais pas si vous en avez jamais entendu parler. Albert Dadas est né en 1860 à Bordeaux
et il était ouvrier gazier. Il travaillait au gaz de Bordeaux, si vous voulez. Et voilà, et il était prototypique du fait de ce qu'on appelle les fugues. Alors, je vais faire une petite parenthèse. On va essayer de faire ensemble une clinique du voyage. Comment on se rend compte que quelque chose est pas normal, hein. Il y a des nuances, il y a beaucoup de nuances, et elles sont importantes. La fugue, par exemple, la fugue est un déplacement impulsif, subi, soudain. Hein, on part comme ça, voilà, le sujet part, il fugue. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que c'est rattaché à deux notions, qui est celle de l'impulsivité. Hein, vous voyez, on l'a dit aussi tout à l'heure, tout d'un coup le sujet se sent dans l'urgence de partir, hein, et il part. Hein. Donc l'impulsivité est aussi, peut-être parfois aussi, ce qu'on appelle la compulsion, c'est-à-dire le fait de répéter les choses, de ne pas pouvoir s'en sortir et de toujours répéter ses fugues. Voilà, donc c'est un moment fugace, la fugue. D'accord ? On a aussi l'errance. Alors l'errance, c'est pas tout à fait la même chose. Hein, c'est un déplacement sans but, hein, qui dure dans le temps. Voilà. On a aussi la déambulation. La déambulation, c'est le fait de marcher de façon un petit peu automatique. Et d'ailleurs, c'est des choses qu'on utilise plutôt pour les gens qui ont des troubles neurologiques. Hein, c'est comme des démences ou des choses comme ça. Voilà. Et puis, il y a le vagabondage. Le vagabondage, c'est une errance c'est une fugue qui ne finirait plus. Hein, ça devient chronique, le fait de se déplacer, de vivre dans la rue. Alors, bien sûr, on entend tous les échos avec notre société. Hein, comment le vagabond de nos jours est-il traité, hein, avec ses barres sur les bancs, voilà. Par exemple, comment la fugue est-elle traitée? Alors là, on peut faire un distinguo entre la fugue chez l'enfant, où là, vraiment, c'est interdit tout de suite, il n'a pas le droit, hein, et la fugue chez l'adulte, où, bon, s'il veut fuguer, il fugue. Hein, mais en général, avec la fugue, on a le droit d'appeler la police, globalement. Hein, voilà. Le vagabond, lui, aujourd'hui, il n'est plus interpellé systématiquement, mais quand même en fonction on le voit, des sociétés ou des localités, il est traité d'une façon ou d'une autre. Il est invisibilisé d'une certaine façon. Voilà. Et du coup, vraiment, cette façon de voyager va venir nous interpeller à la fois par rapport à ce qui se passe dans le sujet. Quel est le moteur? Donc dans le voyage pathologique, encore une fois, le moteur, c'est le délire. Hein, vraiment, une perte de contact avec la réalité, le délire. Hein, voilà. Et puis donc d'autres événements qui peuvent être des facteurs beaucoup plus environnementaux, des stress, des choses comme ça. On reviendra dans le détail de ces choses-là. Et donc Monsieur Dadas. Alors Monsieur Dadas a commencé à fuguer. C'était un fugueur pathologique. Il a commencé à fuguer à l'adolescence. Alors, il est assez incroyable, hein, parce que on a pu reconstituer une géographie de ses itinéraires. Mais ça n'a pas été si simple. Pourquoi? Parce que Monsieur Dadas, il est allé en France, partout. Il est allé en Belgique, en Luxembourg, en Russie, en Algérie. C'était vraiment, il a passé sa vie. Il était à Bordeaux, il avait son métier de gazier, et puis tout d'un coup, paf, il partait. Et alors, ce qui était très caractéristique de ce qu'on appelle la fugue dissociative, hein, c'est-à-dire que dans ces fugues, il n'avait absolument plus conscience de qui il était, et il lui est même arrivé d'avoir de nouvelles identités. Il se posait, parce qu'il se souvenait pas d'où il venait, d'où il allait, donc l'amnésie dissociative, hein, on ne se souvient pas l'amnésie. Donc il arrivait dans des endroits et il reconstruisait une vie jusqu'à ce qu'un jour, peut-être, il sorte de cet état modifié de conscience et qu'il essaie de revenir à Bordeaux pour retrouver sa famille et son travail, tout ça. Et un jour,
à l'occasion d'un de ses retours, parce qu'il revenait, il était fatigué quand même, il était confus, voilà. Il a rencontré le docteur Tissier, et le docteur Tissier, donc on est à la fin du 19e siècle, donc là c'est l'hypnose, le mesmérisme, enfin je vous passe tous les détails, mais Tissier a eu l'intuition clinique très juste de l'hypnotiser. Et grâce à l'hypnose, il a réussi à reconstituer tout l'itinéraire des voyages pathologiques d'Albert Dadas. Donc c'est vraiment, cet Albert Dadas, c'est un prototype. Alors c'est rigolo parce que tout ça se passe à l'hôpital Saint-André à Bordeaux, donc voilà, et c'est resté prototypique. C'est vrai, et c'est le premier cas décrit tel quel de voyage pathologique. Oui, tout à fait. Enfin, par la suite, il va y en avoir de nombreux. C'est lui qui ouvre la porte finalement, parce qu'à l'époque, c'était très littéraire les descriptions cliniques. Enfin, vraiment, quand on était médecin, psychiatre, on écrivait des cas qu'on décrivait sur des pages et des pages. Vraiment, tu vois, voilà. Et ça a ouvert la porte à ce qu'on appelait finalement l'automatisme ambulatoire. Et là, c'est-à-dire se mettre à marcher, se mettre en mouvement en fait, se mettre à bouger. Alors, quelle que soit la motivation, finalement, quel que soit le but du voyage. Il n'y en a pas toujours dans le voyage pathologique finalement. Voilà. Et du coup, par la suite, ça a été repris par la psychiatrie allemande, notamment autour de la question de la schizophrénie. Ils étaient très doués pour décrire tout ça. Et puis après, un peu plus tard, un autre psychiatre va décrire un autre personnage célèbre dans le voyage pathologique. Donc c'est Jean-Jacques Rousseau, c'est ça ? Jean-Jacques Rousseau. Alors, c'est mon deuxième cas clinique. Jean-Jacques Rousseau, alors, donc là, on est sur le 18e, et du coup, Jean-Jacques Rousseau est d'une famille de migrateurs impulsifs. On le connaît peu, finalement, cette anecdote-là. Le cas clinique, on va dire, Jean-Jacques Rousseau, a été décrit par le docteur Régis, et il a inventé pour ça un mot qui s'appelle la dromomanie. La dromomanie, c'est le fait de ne pas pouvoir s'empêcher de marcher, de bouger, de vraiment d'être dans un mouvement, un voyage. Alors, comment ça s'est passé pour Rousseau ? Rousseau est adolescent, il a 15 ans. Vous reconstatez que les deux cas commencent à l'adolescence. Il doit se passer des choses dans la question identitaire. Voilà. En tout cas, il a 15 ans et il est interne à Genève. Et un dimanche soir, il arrive trop tard à la fermeture des portes de l'internat. Et là, il se met à errer. C'est sa première fugue. Il part, il erre. C'est pas vraiment une fugue. Il ne sait pas où il va. Il est récupéré par un prêtre qui va le présenter à Madame de Varins, chez qui Jean-Jacques Rousseau va rester des années. Elle va l'initier, c'est un changement radical dans sa vie, parce qu'elle va l'initier à la littérature, à la science, à tout. Elle va même l'initier un peu plus tard à la vie à Troyes, au ménage à Troyes, mais enfin bon, cela ne nous regarde pas. Voilà, donc cette rencontre au détour d'une errance de Jean-Jacques Rousseau va complètement bouleverser sa vie. Et par la suite, il n'aura de cesse de bouger perpétuellement. Alors je vais le citer parce que je voudrais pas abîmer ou trahir sa plume. Je vais vous lire ce qu'il en dit. La vie ambulante est celle qu'il me faut. Je vous parle de mes voyages parce qu'à force d'habitude, les déplacements sont devenus pour moi des besoins. Durant toute la belle saison, il m'est impossible de rester plus de 2 ou 3 jours en place, sans me contraindre et sans en souffrir. Donc, c'est très très clair. Il parle de la fureur de ses voyages. Voilà. Donc, notre deuxième cas clinique sur cette question du déplacement pathologique, du voyage pathologique, mais au sens très large, c'est Jean-Jacques Rousseau. Et donc là, tu nous as décrit 2 cas finalement de voyages pathologiques liés
probablement à des problèmes dissociatifs. Y a-t-il des diagnostics différentiels? Y a-t-il d'autres voyages qui peuvent être pathologiques sans refléter un processus dissociatif? Oui, oui, oui. Alors, on va quand même rester dans une clinique de la dissociation, mais on va revenir à aujourd'hui. Je bois un petit peu d'eau, je vous explique ça. Alors, les temps ont changé, hein, et aujourd'hui, on se déplace rapidement. Hein, donc, avec l'expansion du tourisme et des voyages pour chacun, on a vu apparaître une nouvelle clinique du voyage, et je vais vous en donner quelques illustrations parce que c'est assez rigolo finalement. Donc, effectivement, le plus connu peut-être, c'est le jet lag, le syndrome du jet lag. C'est-à-dire que à dos d'âne, c'est difficile d'être jet-lagué hein, lorsqu'on voyage. Par contre, en avion, aujourd'hui, on voit apparaître ces tableaux cliniques qui sont des tableaux cliniques de fatigue, voilà, d'insomnie, d'irritabilité, plus ou moins grande en ce qui concerne le jet lag, et qui se soignent très bien avec la mélatonine. Mais il n'y a pas que ça. Il y en a plein d'autres. Mon préféré, j'ai envie de dire, c'est le syndrome de Stendhal. Alors le syndrome de Stendhal, c'est le fait de perdre son rapport conscient au réel et au temps, en particulier lorsque on voyage dans une ville d'art. Ça veut dire que l'émotion esthétique est capable comme ça de provoquer un moment où la conscience se modifie. Hein, alors en général c'est fugace et sans gravité, hein, bien évidemment, mais quand même c'est assez intéressant. Et là on peut décliner. Hein, donc il y a le syndrome de Paris ou de New York qui est principalement pour les Japonais qui, après avoir idéalisé la plus belle ville du monde, se voient confrontés à l'insécurité ou à des choses qui sont tellement loin de leur idéal de voyage hein, ils ont un trouble de l'adaptation. Hein, ils perdent leur repère. Il y a aussi le syndrome de Tahiti que j'aime beaucoup, parce qu'il est en lien avec 3 mythes. Donc là, c'est plutôt la mythologie, pas une mystique, mais une mythologie. Hein. Le mythe de Robinson Crusoe, hein, l'exilé volontaire, voilà. Le mythe du bout du monde, qui est un mythe dans lequel, en fait, on pense qu'une civilisation a disparu avec un grand secret. Hein, qu'elle a apporté un grand secret avec elle et que en allant à Tahiti, il est possible peut-être de retrouver quelque chose de ce grand secret. Et le mythe de Cythère, qui est assez drôle aussi. Alors Cythère, c'est l'île où est née Aphrodite. Donc en fait, à Tahiti, les gens parfois y arrivent avec l'illusion d'une sensualité débordante, d'aventures amoureuses merveilleuses, et ça se passe pas comme prévu. Voilà. Et à l'autre bout du spectre, il y a aussi le syndrome de Jérusalem. Moi, j'ai été témoin d'un syndrome de Jérusalem avec un collègue neurologue américain, quelqu'un de très rationnel et qui, à l'occasion d'un congrès au Saint-Sépulcre, est rentré dans une espèce de transe. On a dû l'hospitaliser pendant 48 heures. Ça a été très oui. Très impressionnant. Oui, tout à fait. Alors, d'après les chiffres officiels, j'ai envie de vous dire, il y a 40 personnes au moins par an qui sont hospitalisées à Jérusalem pour des troubles comme ça, parce que dans le syndrome de Jérusalem, il y a des gradients hein, quand même. Le grand délire, bien sûr, mystique. Hein, ça, voilà. Ça peut aller finalement au voyage pathologique hein, aussi. Voilà. Mais enfin, le voyage pathologique, c'est quand même, on est malade avant de partir. Hein, si on doit se souvenir de quelque chose, c'est que voilà, la personne est déjà fragile. Hein, elle est déjà fragilisée. Mais après, c'est difficile de savoir ce qui fait le poids entre des facteurs de vulnérabilité de la personne et des événements de stress qui sont compliqués. Et d'ailleurs, on voit que dans ce syndrome dissociatif, hein, finalement, on va le retrouver dans plein de troubles mentaux. Et donc la fugue dissociative d'Albert Dadas, elle est en lien avec voilà ce qu'on disait tout à l'heure, cette dissonance de différentes fonctions psychiques que sont l'identité, la mémoire, le rapport au réel,
Et on voit que voilà, ça peut s'organiser dans différentes formes, dont celle de la fugue dissociative du voyage pathologique. Et avant de passer peut-être la parole au public, une question. Est-ce que dans l'arsenal thérapeutique des psychothérapeutes, ou l'utilisation médicamentale, on est armé spécifiquement sur les voyages pathologiques ou il n'y a rien de spécifique? Non, puisque ça n'existe pas, on va dire, d'une certaine façon, d'un point de vue médical. La fugue dissociative, alors est-ce que c'est une maladie? Est-ce que c'est un état transitoire? Est-ce que bon, voilà. Alors si un schizophrène, moi j'en ai soigné beaucoup, hein, si un schizophrène dans son délire, le dernier que j'ai vu, c'était l'année dernière. Je suis responsable d'une unité d'hospitalisation pour les enfants en pédopsychiatrie, et en bas de l'hôpital, il y avait un monsieur qui était convaincu que son enfant était hospitalisé dans mon unité et qui aurait fait tout. Il était complètement halluciné, hein, il était voilà, mais qui venait de Bretagne et qui avait voyagé jusqu'à cette unité pour trouver son enfant et qui était prêt à tout pour rentrer dans le service. Alors bien évidemment, voilà, ce n'était pas possible, hein, voilà. Mais dans cette histoire, finalement, Thomas, tu sais, ce qui a été le plus difficile, c'est de convaincre le service juridique du CHU de nous aider finalement. Bon, c'est une aparté. Mais pour en finir avec la dissociation, avant de passer aux questions, bien sûr, si vous le souhaitez, il y a une autre dimension qui est très importante dans le syndrome dissociatif, c'est la question du traumatisme. Et on en a parlé aussi tout à l'heure dans la conférence sur la transe. Hein. On a vu comment, effectivement, les modifications de conscience, tout ça pouvait aussi nous amener à explorer ce que le traumatisme a pu créer dans le psychisme. Et là, il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome d'Ulysse, qui est le syndrome des migrants avec des stress multiples. Alors, il a été décrit en 2002, hein, tu vois, c'est assez récent finalement. Et bon, on entend tout de suite la question du deuil, hein, la question du deuil du pays qui est laissé, avec un deuil impossible puisque finalement le pays il existe toujours, hein, et la question c'est comment retourner. C'est le syndrome d'Ulysse, hein. C'est comment retourner chez soi, hein, voilà. Et on voit que dans ces populations-là, migrantes, sans parler des traumatismes terribles qui peuvent être ceux de traverser une Méditerranée ou là qui sont des traumatismes psychiques vraiment très très forts. On voit dans le syndrome du migrant aussi parfois ces troubles de l'adaptation. Parce que en arrivant sur le territoire, c'est difficile de s'adapter. Voilà, on a l'impression de pas être à la hauteur des attentes du pays qui nous accueille ou des choses comme ça, et ça peut provoquer des décompensations qui sont très très colorées, j'ai envie de vous dire, par la culture d'origine, hein, des sujets qui ont ce syndrome d'Ulysse. Alors c'est intéressant ce que tu racontes, puisque la table ronde que j'animais ce matin, les 3 auteurs étaient 3 exilés volontaires, certes, et ils ont tous les 3 décrit cet exil comme un déclic dans leur volonté d'écrire et leur capacité à écrire. Donc, est-ce que finalement la création littéraire est une thérapie au voyage pathologique? C'est une bonne question. Y a-t-il des questions dans le public? Oui, je ne sais pas si je vais réussir à bien formuler ma question. Moi, je me posais une question par rapport à ce que vous venez de dire avec donc cette syndrome d'Ulysse et ces pauvres migrants. Je me dis, dans une société malade comme la nôtre, où on est tous des aliénés, hein, parce qu'on est quand même dirigé souvent, que ce soit aux États-Unis ou ici, par des psychopathes, est-ce que c'est pas nous le problème au final, hein, qui faisons que ça doit être très dur de s'adapter à un monde de gens malades, en fait? Peut-être que c'est nous les plus malades, vous croyez pas? Oui, je comprends tout à fait. Je partage cet élan de non-résignation et de résistance. Effectivement, on peut, pour le formuler de ma place, je dirais que oui, il y a des facteurs de vulnérabilité individuelle, hein, mais nous sommes des êtres du collectif, hein, donc, et du social, du socio-culturel, du politique. Donc bien évidemment, lorsque l'environnement, mais même au sens large,
hein, la nature, enfin, l'environnement tel qu'il se pose à nous en tant que problématique de société aujourd'hui, eh bien, oui, il va créer des formes de souffrance psychiques qui vont se manifester d'une manière ou d'une autre, et que peut-être le clinicien aussi qui va rencontrer ces personnes va essayer de les décrire le plus justement possible. Et là, c'est un autre challenge qui est difficile, hein, c'est la question que tu posais, Thomas. Hein, voilà, comment les soigner? Par quels moyens les soigner? Et entre autres, y a-t-il des psychotropes qui sont indiqués dans certaines ou pas? Ou est-ce que un atelier d'écriture suffit? Ou est-ce que voilà, pourquoi pas? En tout cas, nous, on en fait beaucoup des ateliers d'écriture. Et peut-être juste rajouter avec un peu de provocation, je reprends ma casquette pour le coup de neurologue sur le sujet. On dit souvent que ce qui différencie la neurologie de la psychiatrie, c'est que dans la neurologie, on a des biomarqueurs et pas en psychiatrie. Et ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que finalement, la définition d'une maladie psychiatrique est une définition sociale, et qu'en plus, elle évolue au cours du temps, contrairement aux pathologies neurologiques. C'est ce que nous avons essayé de partager avec vous, effectivement, aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'en fonction c'est un petit peu comme un capitaine de bateau qui va avoir des jumelles et qui va regarder un phénomène, et en fonction du type de jumelles et du type de croyance dans lequel il est. Hein, alors, ce sont des croyances épistémologiques, c'est-à-dire sur voilà, vraiment la philosophie des sciences, mais ce sont quand même des croyances. Hein, voilà, et on voit qu'elles évoluent dans le temps. Voilà, c'est ce que disaient les autres conférenciers tout à l'heure, c'est-à-dire on a mis sous le manteau les psychodysleptiques, enfin les psychédéliques, voilà, pendant longtemps. Aujourd'hui, on les ressort du placard pour essayer de soigner des dépressions résistantes. Why not? Moi, mais c'est une question quand même de croyance, hein, effectivement, et de société. Voilà, quel type de société on veut produire ou pas. D'autres questions? Peut-être on a le temps pour une ou deux questions. Oui. Je ne sais pas si c'est une question, mais vous parliez de voyage, donc de dissociation. Moi, quand on vit des violences, qu'on a été abusé, etc. aussi, il arrive parfois que justement, on est dans cette dissociation et on se souvient pas on se souvient pas, on ne veut rien entendre de ça. Voilà. Et comment ça peut être traité, traitable. Oui, voilà. Tout à fait. C'est l'amnésie dissociative, effectivement, hein, du trauma. Alors là, on s'est centré sur le migrant, mais effectivement, toutes sortes de traumatismes ou de maltraitance amènent parfois comme ça cette dissociation. Hein, voilà. On n'a pas accès, en fait. Hein, c'est pas qu'on veut pas. Hein, c'est que c'est vraiment comme si le sujet avait plusieurs modalités de fonctionnement. Alors là, c'est un long travail, hein, parce que c'est un travail très délicat. Hein. Il est bien entendu que si le sujet se protège des traces du traumatisme, c'est parce que le traumatisme met en péril son équilibre. Donc on peut pas ouvrir le traumatisme comme on ouvrirait une boîte de conserve en se disant « oh ben ça y est », ou un abcès qu'on crèverait, qu'on dirait « ah ça y est, c'est fini ». C'est impossible. Hein, et de même, je dirais la psychodynamique du traumatisme est très compliquée parce que elle a tendance à fonctionner en chaîne comme ça, elle s'enflamme, si vous voulez. Donc parfois il y a des petites étincelles qui sont très lointaines par rapport à la réalité du traumatisme, mais qui vont réveiller toutes des chaînes traumatiques. Et là, les gens sont dans des états de dépersonnalisation, déréalisation, amnésie dissociative, voilà. Et c'est pas notre but de les amener dans ces états de souffrance-là. Donc, il faut considérer que effectivement, c'est un chemin complexe, très complexe la plupart du temps, et qui peut utiliser différents types de médiateurs, hein, qu'ils soient artistiques, qu'ils soient les psychotropes, ou qu'ils soient des psychothérapies qui marchent très bien aussi. Je crois qu'on va terminer là-dessus, puisque le temps qui nous était imparti est terminé. C'est toujours trop court, ce genre de conférence. Merci beaucoup, Valérie Adrian, pour votre intervention. Et merci au public.